Cette vidéo est faite en partenariat avec France Générosité. Plus d'informations en fin de vidéo. Il y a 5 ans, j'ai fait une retraite méditative et pendant 10 jours, j'ai pratiqué le noble silence. C'est-à-dire qu'en gros, on ne parlait pas, ou bien très peu. En fait, on parlait, mais seulement à nos professeurs pour mieux comprendre la pratique de la méditation. Et entre nous, en fait, on se parlait pas, et non seulement on se parlait pas, on ne se regardait pas non plus. Voilà, c'est pour ça qu'ils appelaient ça noble silence. Et une des règles du Shila, donc ce qu'on devait appliquer sur place, et donc qui sont des règles liées au bouddhisme, c'est de ne pas mentir. Et donc pour être sûr qu'on ne mente pas, eh ben on n'avait pas le droit de parler. Voilà. En gros, c'était très simple. Et je me souviens que du coup, c'était hyper important pour moi de ne pas mentir. C'est quelque chose que j'essaie toujours de faire au maximum dans mon quotidien. Mais là, après 10 jours de silence, forcément, j'étais hyper attentif sur le moindre petit mensonge. Je suis revenu à Paris, et en fait, mon premier mensonge, c'était genre quelques jours après que je sois rentré, où j'ai croisé un SDF qui me demandait si j'avais de l'argent, et j'ai dit j'ai rien. Et en fait, c'était pas vrai, quoi. C'est-à-dire que je devais avoir ma carte, j'imagine, ma carte bleue, donc j'aurais pu aller retirer et lui donner. Donc c'est un peu un mensonge de dire que j'ai rien. J'ai, et je pourrais faire l'effort, mais j'ai pas envie. Dans cette vidéo, j'ai envie de me demander pourquoi. J'ai envie de me demander pourquoi parfois on donne pas, et c'est quoi ce lien qu'on a avec notre générosité finalement. Par exemple, sur pourquoi je n'ai pas donné à ce moment-là, il y a une première explication qu'on peut peut-être trouver chez Arthur Schopenhauer. Dans Le fondement de la morale, c'est l'importance de reconnaître l'autre comme son égal, son semblable, pour agir en tant qu'homme bon. Or, inconsciemment et indépendamment de notre volonté, on s'identifie pas de la même manière à un mendiant qui a des habits sales, qui est assis par terre, qui va très peu nous parler, par rapport à un gars du taf, un collègue qui vient nous gratter 2 € à la machine à café, quoi. Même si je prends pas de café, d'ailleurs. Et que je n'ai pas de machine à café. D'ailleurs, j'ai pas de collègue non plus. Je suis très seul. Je suis très très seul. Dans le deuxième cas, en fait, on donnera quasi systématiquement ce qu'on a dans nos poches, quoi. Et c'est hyper vicieux. Parce qu'en fait, plus la personne, elle est déshumanisée, moins on va vouloir l'aider. Or, plus elle en a besoin. Alors ça, c'était une première explication. On peut en trouver d'autres. Par exemple, celle-là, elle est plus sournoise. Elle fait référence à l'utilité de notre action. Par exemple, si un ou une inconnue nous demande 5 balles pour payer un trajet en train, on sait clairement à quoi va servir cet argent. Du coup, on a une sorte de but à notre générosité. C'est très clair. Je vais donner de l'argent. Ça a permis à cette personne de prendre son train. Voilà. Je vois l'impact clair de mon action. Et à l'inverse, quand on veut donner par exemple à des mendiants ou à certaines assos, il y a parfois une distance entre notre don et ses répercussions. Et ça rend le processus du don un peu moins fluide, quoi. On va se poser des questions. Genre on va se dire où est-ce que va mon argent, est-ce qu'il va vraiment servir, à quoi il va servir, est-ce que j'ai réellement un impact, etc., etc. Et c'est là qu'intervient un autre phénomène qui est intéressant et qu'on retrouve dans tous nos choix, c'est qu'on a peur de se faire abuser. On a peur d'être trop naïf. On a peur de se faire manipuler. En fait, de manière générale, on reconnaît une forme d'intelligence au fait de se méfier, et donc il y a pas mal de choix qui seraient dus en fait, non pas à un manque de générosité, mais plus à une peur de passer pour quelqu'un d'idiot, quelqu'un de bête, quelqu'un de naïf. Sauf que la générosité, c'est peut-être précisément ça. Agir par principe, sans se demander ce que je vais récupérer en contrepartie, que ce soit positif ou négatif. Tout ça, c'est ce qui peut nous pousser à ne pas donner. Mais ce qui peut nous pousser à donner est tout aussi intéressant. Michael Mango, qui est spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur, a fait une étude sur les conséquences du don et dégage 4 bienfaits. Déjà, ça génère du plaisir. En fait, ça stimule la même zone du cerveau quand on reçoit du plaisir suite à une récompense. Les émotions sont plus positives que si on s'offrait quelque chose à soi-même. En psychologie, on appelle cette sensation le warm glow, donc la lueur chaude, en gros. On aime plus sa vie. En fait, qu'importe le niveau d'investissement, on se rend compte que les gens qui donnent plus sont plus satisfaits de leur vie de manière générale. Et enfin, il y a un bien-être durable. Parce qu'en fait, se tenir à un principe, ça fait qu'on est plus en accord avec soi-même et qu'on a une meilleure estime de soi. Donc en gros, si je résume, le don, c'est s'injecter à soi-même un cocktail de choses hyper positives. Et en plus, on donne quelque chose à quelqu'un. C'est quand même le principe. Donc c'est, a priori, hyper positif. Genre, je comprends pas pourquoi tout le monde ne donne pas, en fait. Et ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui donnent beaucoup, qui sont généreux, et il y a des gens qui sont égoïstes? Comment ça se fait?
Et bien ça, c'est exactement la question que s'est posée le neuroéconomiste Ernst Fehr, professeur à l'université de Zurich. Et oui, en fait, la neuroéconomie, ça existe, c'est l'étude de l'influence des facteurs cognitifs et émotionnels dans le comportement économique des individus. Et pour répondre à cette question, il a fait une étude, il a fait cette étude en juillet 2012, il a pris des gens, et il leur a donné de la thune, donc déjà le mec extrêmement cool, hein, on a envie de l'avoir en tant que pote, clairement, et ces gens devaient répartir cette thune comme ils le voulaient, entre eux et une personne anonyme. Et donc ensuite, il a observé les résultats, etc. Et s'est rendu compte que les gens étaient extrêmement différents. Voilà, il y avait des gens qui donnaient tout, il y avait des gens qui donnaient rien, il y avait du 50-50, etc., etc. Bon, jusque-là, Ernst n'a rien trouvé de fou. Il n'a même pas trouvé une deuxième voyelle dans son prénom. Il y a beaucoup de consonnes quand même. Ernst. Non, ça ne surprend que moi. Du coup, il s'est pas arrêté là, il allait plus loin et il s'est intéressé à ce qui se passe dans le cerveau des participants. Et là, il a remarqué deux choses. D'abord, il a remarqué que les gens les plus généreux, ils avaient une plus grosse proportion de matière grise à la jonction entre les lobes pariétaux et temporaux. Voilà, c'est une zone qui est située genre derrière l'oreille et qui est impliquée dans l'empathie et le fait de pouvoir se projeter à la place de quelqu'un d'autre. Mais surtout, il a remarqué que cette zone, elle s'activait chez les égoïstes quand le coût de l'acte généreux est très faible, et chez les généreux, quand le coût de l'acte généreux est très élevé. Du coup, il en a conclu que cette zone, elle servait à contrebalancer l'égoïsme naturel de l'homme. En gros, plus il faudra compenser l'intérêt direct de l'individu, plus cette zone, elle sera sollicitée. Chez les égoïstes, leur intérêt, il est plus important, et donc cette zone, elle va s'activer hyper vite. Alors que chez les généreux, ils pensent moins à leurs intérêts, donc ça met plus de temps. Alors du coup, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on est généreux ou pas? Est-ce que c'est un truc qui est inné, en fait, qui est prédéfini par rapport à cette zone dans notre cerveau? Eh bien, Ernst Fehr pense tout l'inverse. Il pense que non. Il pense qu'en fait, cette zone, on peut même au contraire la développer et donc s'entraîner à être généreux. En fait, selon lui, la quantité de matière grise dans le cerveau, elle dépend notamment de facteurs sociaux et donc on peut l'augmenter, cette quantité, à travers certaines normes sociales ou même à travers un entraînement. Donc en fait, si vous êtes radin et que vous voulez être un petit peu plus généreux, eh bien, en pratiquant, ça peut le faire. Faire comme le Ernst Fehr, en fait. C'est un jeu de mots, mais en fait, il marche à l'écrit. À l'oral, il marche pas du tout. Parce que ça peut le faire, on peut pas savoir que je le voyais faire, F-E-H-R. Personne pouvait savoir ça. Donc, fallait que je le dise, quoi. Donc là, on a appris deux choses. Être généreux, ça fait du bien, mais pas dans les mêmes proportions pour tout le monde. Ok. Mais alors, du coup, si être généreux, ça fait du bien, on le fait pas pour nous-mêmes, en fait? Genre, est-ce que c'est pas juste pour recevoir du bonheur qu'on est généreux? Est-ce que finalement la générosité, ce serait pas une forme d'égoïsme? Eh bien ça, c'est la vision de Marcel Mauss. Marcel Mauss est le daron de l'anthropologie française et il a beaucoup écrit sur le don. En fait, pour lui, quand on fait un don, on passe un contrat social avec la personne qui suppose un contre-don, c'est-à-dire une réciprocité. Okay? C'est-à-dire que quand on fait un don, on attend quelque chose en retour. Et ce contre-don, il le qualifie de libre et obligatoire. Alors dit comme ça a l'air incompatible, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que on est dans une société basée sur l'échange, et donc quand on fait un don, on met en place directement une relation de pouvoir et de reconnaissance entre le donneur et le receveur, et cette relation, elle incite le receveur à rendre un équivalent. Mais du coup, par le simple don, le donneur reçoit déjà une contrepartie, puisqu'il reçoit la reconnaissance. Donc pour les plus généreux, ce don, il est déjà remboursé en fait, automatiquement, par cette reconnaissance, qui suffit en fait. Et d'ailleurs, cette reconnaissance, elle est plus importante que ce que vous pouvez penser. Et peut-être que certains se rappellent d'un épisode du Coup de fil sur la dialectique de Hegel. Pour Hegel, ce désir de reconnaissance, c'est le désir humain fondamental. Pour lui, une conscience ne peut se sentir exister que si elle est reconnue par une autre conscience que soi. Donc pour se faire reconnaître, on est motivé par notre désir de reconnaissance. Et donc quand on donne, on reçoit cette reconnaissance. Et en fait, quand on dit ça, on peut avoir l'impression que voilà, ceux qui donnent, c'est juste des égoïstes qui sont avides de reconnaissance et qui donnent pour soi. C'est une manière de voir les choses. Mais on peut voir les choses autrement aussi. On l'a vu, nos actes généreux, ils peuvent être motivés pour des raisons biologiques, anthropologiques, philosophiques. Mais est-ce que ça change vraiment leur impact? L'égoïsme, c'est pas forcément tout garder pour soi et rien donner aux autres. Peut-être que parfois, c'est donner aux autres et y trouver quelque chose pour soi. Et dans ce cas-là, ça change quand même pas mal la vision qu'on peut avoir de l'égoïsme. Cette vidéo, elle est en collaboration avec France Générosité, dans le cadre de leur campagne Vos dons agissent, qui est une campagne non pas de dons, mais de sensibilisation aux dons. C'est l'occasion pour vous de faire parler l'aspect généreux de votre égoïsme. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site infodon.fr. En fait, vous allez trouver
plein d'associations différentes, plein de causes différentes, et donc comment et à qui donner, etc. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, c'est tellement simple de faire un don, ça se fait en un clic, et d'ailleurs en 3 ans, les dons en ligne des Français ont doublé. Donc la flemme, c'est plus trop un argument, et il y a beaucoup de gens qui dépendent de ces dons. Ça, on s'en est rendu compte avec la crise sanitaire, où on a vu qu'en fait les dons entre 2019 et 2020 ont augmenté de 13,7%. Ces dernières années, beaucoup de gens ont été confrontés à la misère, de près ou de loin, et donc ça a provoqué un élan de générosité. Et d'ailleurs, les Français, en fait, on donne pas mal. 56% des Français donnent, quel que soit leur niveau de revenu, et sur ces 56%, il y en a 94% qui sont des donateurs fidèles, donc réguliers. Donc en fait, il y a beaucoup de gens à aider, il y en a pour toutes les sensibilités, que ce soit le mendiant qui habite en bas de chez vous, ou bien vous-même, dans 20 ans, quand il fera 50 degrés en été, par exemple. Merci à France Générosité. C'est pas souvent qu'on a l'occasion quand même de faire une vidéo sur ce sujet-là, et pour non pas inciter les gens à donner à une cause spécifique, mais juste au principe de donner. Je trouve ça charmé, je trouve ça vraiment trop cool. Donc voilà, prenez vos shots de sérotonine. N'hésitez pas à aller sur le site infodon.fr, je vous le remets. Vous avez vraiment plein de causes différentes, plein d'assauts différentes, etc. C'est charmé. Et évidemment, faites-le à hauteur de vos capacités, ne vous mettez pas dans le rouge. C'est pas le but. Je vous embrasse très fort, love, peace, ciao.